Dans ce tutoriel, nous allons traiter le thème de l'inflation. Pour calculer l'indice des prix à la consommation, l'IPC, l'INSEE s'appuie sur un grand nombre de postes de consommation des ménages et sur une observation dans 27 000 points de vente en France. La connaissance de l'inflation est utile pour notamment retirer l'impact de l'inflation. On parle alors de déflater une variable. Illustrons ce terme ici. Les différentes variables économiques comme le PIB, salaire ou taux d'intérêt sont exprimées en général inflation comprise. On parle de valeur nominale. Prenons l'exemple des taux d'intérêt. Pour une rémunération sur un produit bancaire à 2%, si l'inflation dans l'économie est de 0,5, en réalité, la rémunération réelle est inférieure. La connaissance de l'inflation permet aussi d'indexer de nombreux contrats ou revenus, comme le salaire minimum revu chaque année au 1er janvier. Enfin, la connaissance par la Banque centrale de l'indice des prix à la consommation harmonisé lui permet d'ajuster sa politique monétaire dans la zone euro. 4 termes différents gravitent autour du mot inflation. On peut donner comme première définition du terme inflation l'augmentation du niveau général des prix dans l'économie, avec actuellement un taux autour de 1,2% en France. Le terme déflation correspond à une situation de baisse des prix dans une période de récession économique. On peut l'illustrer par les conséquences de la crise de 29, la situation du Japon à la fin des années 90 ou encore celle de l'Europe à la suite de la crise des subprimes. Le terme stagflation correspond à une stagnation de l'activité économique accompagnée d'une forte inflation. Cette situation s'inscrit en Europe et en France après les 2 chocs pétroliers. Enfin, le terme désinflation correspond à une décélération du niveau de la hausse des prix. On retrouve ce mouvement à partir de 1983 en Europe et dans l'ensemble de l'OCDE, notamment à partir des mesures prises par la Banque centrale. L'évolution du taux de l'inflation sur 60 ans en France fait apparaître 3 périodes. Une inflation qualifiée de rampante avant les chocs pétroliers, inflation non combattue parce que couverte par un bon rythme de croissance économique. L'impact des 2 chocs pétroliers, puis la tendance à la désinflation de l'économie à partir de 1983. A noter que la Banque centrale fixe une limite à 2% d'inflation dans la zone euro. Quelles sont les différentes causes de l'inflation ? Il est possible d'en identifier 4. Tout d'abord, l'inflation par la demande. Nous sommes sur le marché des biens et des services. La demande est supérieure à l'offre, ce qui revient à dire que la consommation, l'investissement, les dépenses publiques ou les exportations sont globalement supérieures à la production et aux importations. Les journalistes parlent parfois de risque de surchauffe dans l'économie. Les politiques monétaires et budgétaires expansives dans l'économie peuvent être à l'origine d'une inflation par la demande, mais il peut également s'agir d'une insuffisance d'offres. Deuxième explication, l'inflation peut provenir des coûts entrant dans le processus de production des entreprises, les matières premières. Si les matières premières sont importées de pays étrangers, on parle aussi d'inflation importée. Il peut s'agir de l'augmentation des salaires, des charges, de la fiscalité, sachant également que l'on constate une rigidité à la baisse du taux de marge, ce qui veut dire que les entreprises n'ont pas une tendance naturelle à vouloir diminuer leur taux de marge. On parle de spirale inflationniste lorsque la hausse des coûts entraîne la hausse des prix, qui elle-même entraîne une hausse des salaires pour compenser, lesquels salaires augmentant, les prix augmentent à nouveau. Pour Friedman et l'école monétariste, l'inflation provient d'une émission excessive de monnaie par rapport à l'activité économique. Enfin, certaines causes sont davantage structurelles, comme l'éloignement de la concurrence ou encore le comportement des agents économiques fonctionnant par anticipation d'inflation. Il est possible d'expliquer l'inflation par la monnaie de cette façon. Supposons qu'à un moment donné, il y ait 1000 unités de monnaie en circulation et également 1000 unités de biens. Ceci fait que la valeur de la monnaie en termes de biens est égale à 1. Si maintenant, dans la même économie, il y a 2000 unités de monnaie en circulation, en admettant que les entreprises n'aient pas eu le temps de créer des biens supplémentaires, donc toujours 1000 unités de monnaie, du coup, le ratio devient soit 0,5, soit 2. On peut alors en déduire que soit la valeur des biens a été multipliée par 2, soit que la valeur de la monnaie a été divisée par 2. Dans les 2 cas, ces 2 phrases signifient le terme
inflation. On en déduit qu'à chaque fois qu'on augmente la masse monétaire plus vite que la création de richesses dans l'économie, il y a un risque d'inflation. Ce lien était déjà formulé en 1911 par Irwin Fisher avec l'équation quantitative de la monnaie qui mobilise 4 variables, M pour la masse monétaire en circulation, V la vitesse de circulation de la monnaie, P le niveau des prix et Q le volume de biens et services en circulation. Selon lui, deux valeurs peuvent être considérées comme stables, la vitesse de circulation de la monnaie et la quantité de biens pouvant être produits par les entreprises. Ainsi, en passant la même équation en variation, il ne reste que toute variation de la masse monétaire entraîne une variation des prix. On peut alors se poser la question de la quantité de masse monétaire supplémentaire d'une année sur l'autre dans l'économie. La BCE va tenir compte de la croissance économique attendue, admettons autour de 1%, et d'une variation de l'inflation tolérée autour de 2%, soit un maximum de 3%. Intéressons-nous aux conséquences de l'inflation en nous mettant tout d'abord dans la peau d'un épargnant. Celui-ci dispose au 1er janvier d'une épargne de 10 000 euros et un éventuel projet d'acquisition d'un véhicule de 10 000 euros également. Finalement, il place son argent sur un produit bancaire au taux de 2%, ce qui fait qu'à la fin de l'année, il dispose de 10 200 euros. La voiture connaît un taux d'inflation important et donc est proposée sur le catalogue du fournisseur à 10 300 euros. On constate que le 1er janvier, l'épargnant pouvait acquérir la voiture, mais qu'au 31 décembre, il ne le peut plus. En conclusion, l'inflation pénalise toujours les épargnants. Plaçons-nous maintenant dans la peau d'un emprunteur. Celui-ci aurait effectué un emprunt de 100 000 euros pour un appartement de 100 000 euros, emprunt au taux de 2%, ce qui fait par simplification 102 000 euros remboursés, avec un appartement qui a pris de la valeur, admettons 10%, équivaut aujourd'hui 110 000 euros. En conclusion, l'inflation favorise la situation des emprunteurs. Troisième conséquence, au niveau international, admettons que la France et l'Allemagne produisent tous deux un bien pour 10 000 euros, mais que le taux d'inflation en France soit inférieur à celui de l'Allemagne, alors il vaut mieux pour un Espagnol ou un Italien acquérir le bien français. En conclusion encore, l'inflation pénalise toujours la compétitivité de l'économie. Résumons les conséquences de l'inflation en séparant deux périodes jusqu'aux années 60 avec des économies moins ouvertes sur les pays extérieurs. Première conséquence, l'inflation procure un allègement de la dette des emprunteurs, allant même jusqu'à générer des taux d'intérêt réels négatifs. Côté demande, l'inflation procure un soutien à la demande, notamment lorsqu'il y a indexation des salaires par rapport au prix. Par contre, l'inflation vient pénaliser les classes sociales mal indexées et bien sûr les épargnants. Enfin, on peut parler de myopie dans la mesure où une forte inflation génère beaucoup d'incertitudes sur les décisions à prendre en termes de prix. Depuis les années 70, nos économies sont davantage ouvertes, l'inflation génère ainsi une perte de compétitivité prix, procurant un impact négatif sur le commerce extérieur et donc sur l'emploi, allant même jusqu'à, côté monnaie, entraîner une dépréciation, voire selon l'époque, une dévaluation de la monnaie. Quels moyens ont été ou sont encore utilisés pour lutter contre l'inflation? Si on estime que l'explication principale provient de la demande, il s'agit alors de mettre une politique monétaire davantage restrictive en place, passant par une élévation du taux directeur de la Banque centrale. À noter que le financement du déficit budgétaire de l'État par emprunt, puisqu'il procure un effet d'éviction, participe aussi à la lutte contre l'inflation. Si l'inflation provient davantage des coûts, il peut être mis en place des périodes de blocage des prix et de périodes de blocage de revenus. Notez que pour le cas de la France, on a découplé, on a désindexé les salaires par rapport au prix en 1982. À noter que la mondialisation joue un double impact sur l'inflation, à savoir plus d'Asie, plus de Chine, a joué dans un premier temps un rôle positif sur l'inflation par une abondance d'offres proposées, mais joue de nouveau un rôle plutôt négatif par une forte demande exercée par les pays en développement. Enfin, l'évolution de la parité euro-dollar, dans la mesure où la plupart des matières premières se payent dans la monnaie dollar, a un impact également sur l'inflation de l'économie. Rappelons ici l'impact de politiques monétaires et budgétaires, toutes les deux expansives. Une politique monétaire expansive signifie une baisse du taux directeur de la Banque centrale, permettant dans l'économie davantage de consommation et d'investissement à crédit.
Une politique budgétaire expansive signifie davantage de dépenses publiques engagées par les APU. Toutes les deux concourent au risque d'inflation. Voyons maintenant le double impact de la variation du cours du pétrole et de la monnaie. On constate sur le graphique de gauche pour l'année 2014 une forte diminution du cours du baril de pétrole qui arrive ici à 47 $ le baril. Cette diminution est donc profitable à l'économie française. Sur le graphique de droite, on constate une forte dépréciation de l'euro par rapport au dollar, ou dit dans l'autre sens, une forte appréciation du dollar sur la même période. Comme le pétrole se paye en dollars, la baisse de son cours n'a pas profité pleinement à la France. Quelles sont les explications permettant de comprendre la désinflation engagée à partir du début des années 80 ? On peut l'analyser au niveau monde dans un premier temps. La mise en place de politiques monétaires très restrictives dans la plupart des économies, par élévation du taux directeur de la Banque centrale, a freiné la demande. On peut également citer l'impact de la mondialisation générant plus de concurrence, l'importance des gains de productivité et la tendance à la baisse du dollar. La France s'inscrit dans cette stratégie de désinflation compétitive à partir de 1983 en mettant en place à la fois blocage des prix et blocage des revenus. Par ailleurs, l'État privilégie le financement de son déficit par emprunt, ce qui élève les taux d'intérêt du fait de l'effet d'éviction. Les conséquences pour la France vont être les suivantes: une baisse progressive de l'inflation, une amélioration de notre commerce extérieur, davantage de crédibilité sur les marchés financiers. Mais force est de constater qu'on a privilégié la lutte contre l'inflation à celle contre le chômage. La situation d'aujourd'hui est plus proche du terme déflation. Comment pourrait-on l'éviter ? En menant à la fois des politiques monétaires expansives de façon conventionnelle par une baisse du taux directeur et moins conventionnelle, ceci de nature à stimuler la demande, notamment la consommation et l'investissement, au risque d'entraîner une fuite de capitaux. Accompagné de politiques budgétaires expansives, l'augmentation de la demande serait de nature à générer de la croissance, mais avec un risque d'inflation dans l'économie. L'inflation, couplée avec la fuite de capitaux, jouerait négativement sur le taux de change, donc sur l'euro, permettant ainsi d'améliorer la compétitivité externe, notamment des pays du sud de l'Europe, leur permettant ainsi d'éviter de faire une dévaluation interne, à savoir de jouer sur les salaires et la protection sociale. De nombreux économistes ont voulu souligner le lien entre inflation et chômage. Ainsi, la courbe de Phillips met en avant une relation inverse entre chômage et inflation, ce qui signifie que lutter contre l'inflation amène à une dégradation du taux de chômage. Il semble donc qu'il faille tolérer un taux de chômage minimum pour ne pas générer d'inflation dans une économie. Là encore, la maîtrise de l'inflation, la situation des épargnants passe avant la gestion du chômage. Enfin, à partir des années 70, nos économies vont être confrontées à la fois à une forte inflation et à un fort taux de chômage, derrière l'expression stagflation. Terminons par ce texte des Échos, avec 5 termes mis en avant: croissance, emploi, inflation, banque centrale et taux d'intérêt. Il est donc intéressant de chercher à faire le lien entre ces 5 variables. Dans le texte, on nous laisse entendre que la croissance étant excellente sur le sol britannique, le chômage va repasser en dessous de la barre des 7%, avec une incidence côté banque centrale sur le relèvement ou non de son taux directeur. Le lien est le suivant: davantage de croissance permet de générer davantage d'emplois, mais une diminution du taux de chômage peut générer de l'inflation de 2 façons, à la fois par la demande, puisque les personnes ayant un emploi ont aussi un revenu qui va venir soutenir la consommation, et une inflation par les coûts, puisque le facteur travail s'est raréfié et devient plus cher pour l'embauche. Si l'inflation repart dans l'économie, la Banque centrale va réagir en menant une politique monétaire plus restrictive par élévation de son taux directeur. Vous retrouvez ici les différentes ressources à disposition
le blog avec les supports de cours, les QCM d'économie en ligne et les 2 chaînes YouTube en gestion et en économie.